Je commence ce soir-là vers 3 heures du matin, en voyant cette Citroën C3 blanche passer 4 fois devant la barrière de péage numéro 6. 4 fois sans s'arrêter, sans ralentir, comme si elle traversait un mur d'air. J'étais péagiste de nuit sur l'autoroute A6 au niveau de Fleury-en-Bière depuis 7 ans déjà, et en 7 années de travail dans ce silence nocturne où seuls quelques routiers et des insomniaques en fuite traversent les ténèbres. Je n'avais jamais rien vu de tel. La première fois, j'ai cru à une hallucination causée par la fatigue. Il était exactement 3h14. Je me souviens parfaitement, car je venais de consulter l'horloge digitale de ma cabine, en me demandant combien de temps il me restait avant la relève de 6 heures. Cette Citroën C3 blanche, immatriculation illisible à cause de la brume qui montait des champs alentours, a glissé devant ma barrière comme un fantôme. Le détecteur magnétique ne s'est même pas déclenché. Aucun signal lumineux n'a clignoté sur mon tableau de bord. Pourtant, je l'ai vue, cette voiture, aussi nettement que je vous vois maintenant. Une forme claire dans la nuit, ses phares éteints, qui traversaient mon péage sans déclencher les systèmes de sécurité automatiques. J'ai d'abord pensé à un dysfonctionnement technique. Ces choses arrivent parfois dans la nuit, quand l'électronique semble avoir ses propres caprices inexplicables. Mais alors que je me penchais vers le moniteur de surveillance pour vérifier les enregistrements de la caméra de sécurité, la voiture est repassée. 3h17 exactement. Cette fois dans l'autre sens, toujours silencieuse, toujours sans déclencher un seul capteur. Mon sang s'est glacé quand j'ai réalisé quelque chose d'impossible. Pour repasser dans l'autre sens en si peu de temps, cette voiture aurait dû faire demi-tour sur l'autoroute, manœuvre strictement interdite et physiquement dangereuse. Ou alors, prendre la première sortie à Fontainebleau, parcourir tout le centre-ville endormi et revenir par l'autre côté. 3 minutes et demie, c'était mathématiquement impossible, même en roulant à 180 km/h sur cette portion limitée à 130. J'ai attrapé mes jumelles et j'ai scruté l'horizon dans les 2 directions, cherchant des feux de position qui s'éloigneraient. Rien que la nuit noire et le ronronnement lointain d'un poids lourd qui remontait vers Paris. 3e passage à 3h22. Cette fois, j'ai eu le réflexe de noter précisément tout ce que je voyais. La Citroën C3 blanche venait du sud, direction Lyon, et elle roulait exactement dans l'axe de ma voie de péage, comme si elle allait s'arrêter pour payer. Mais au moment précis où elle aurait dû déclencher la barrière automatique, elle a continué sa route sans que rien ne se passe. Pas un clic électronique, pas un voyant qui s'allume, pas même le souffle habituel des vérins hydrauliques. Elle a traversé ma cabine comme si elle traversait de l'eau. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un détail qui m'a donné la chair de poule. À l'intérieur de cette voiture, j'ai distinctement aperçu une silhouette au volant. Une forme humaine, immobile, qui regardait droit devant elle sans jamais tourner la tête vers ma cabine, éclairée. Quelque chose dans cette posture, dans cette rigidité cadavérique, m'a immédiatement rappelé ces morts qu'on transporte parfois la nuit dans des ambulances
silencieuse. Cette immobilité n'était pas naturelle. Elle avait quelque chose de définitif qui m'a glacé les os. J'ai appelé mon collègue Bertrand au péage de Nemours, à 20 kilomètres au sud. Sa voix ensommeillée a grésillé dans le combiné quand je lui ai demandé s'il avait vu passer une C3 blanche dans les dernières minutes. « Rien du tout, Michel. Ça fait 1 heure que j'ai pas vu une voiture. Tu vas bien? » 4e passage. 3h27 précises. Cette fois, j'étais debout devant ma barrière, les jumelles à la main, prêt à noter le moindre détail. La Citroën est apparue au loin, comme un point lumineux dans la brume. Mais plus elle approchait, plus je réalisais que cette luminosité ne venait pas de ses phares. La voiture elle-même semblait émettre une lueur blanchâtre, comme si sa carrosserie était phosphorescente. Cette clarté fantomatique donnait à tout l'ensemble un aspect irréel, presque cinématographique, qui contrastait violemment avec l'obscurité environnante. Quand elle est arrivée à ma hauteur, j'ai pu observer l'intérieur du véhicule avec une précision troublante. La silhouette du conducteur était celle d'une femme, cheveux bruns, mi-longs, veste sombre, mains crispées, sur le volant. Mais son visage était d'une pâleur cadavérique qui m'a fait reculer instinctivement. Ses yeux grands ouverts ne sciaient pas, fixés sur un point invisible devant elle. Sa bouche entr'ouverte laissait deviner une expression de surprise figée, comme si elle avait été saisie par quelque chose d'imprévu au moment de sa mort. Car c'était bien une morte qui conduisait cette voiture. J'en étais maintenant certain. L'horloge de ma cabine a sonné 4 heures. Je me suis assis dans mon fauteuil, les mains tremblantes, et j'ai contemplé le registre des passages où j'avais noté méticuleusement ces 4 apparitions impossibles. Aucune voiture n'était officiellement passée depuis le dernier routier vers 1 heure du matin. C'est alors que mon téléphone de service a sonné. La voix de Martine, la superviseure de nuit du centre de péage de Fontainebleau, était tendue d'inquiétude. « Michel, on a reçu un appel bizarre. Une automobiliste dit qu'elle a vu une voiture blanche la doubler sur la 6 à 3 heures du matin. Mais cette voiture roulait dans le mauvais sens. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Dans le mauvais sens, vous êtes sûr? La voix de Martine était devenue presque un chuchotement. Elle dit que cette voiture roulait à contresens sur la voie de gauche, direction Paris, alors qu'elle venait de Lyon. Elle a failli la percuter. J'ai raccroché et j'ai immédiatement consulté mes notes. 3h17, 2e passage, sens Lyon-Paris. Exactement l'heure où cet automobiliste avait failli avoir un accident. La coïncidence était trop troublante pour être fortuite. Les heures suivantes se sont écoulées dans une angoisse sourde. J'ai scruté l'autoroute dans les 2 sens, guettant le moindre mouvement suspect, mais la Citroën fantôme ne s'est plus manifestée. Vers 5 heures, j'ai téléphoné à mon épouse pour entendre une voix familière, rassurante. « Tu as l'air bizarre, Michel. Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix endormie m'a fait un bien immense, comme un ancrage dans la réalité normale. Je lui ai raconté ma nuit en essayant de minimiser l'aspect surnaturel, mais elle m'a coupé net. « Tu devrais peut-être consulter un médecin. Les nuits de travail, ça peut jouer des tours. » 6 heures.
La relève est arrivée sous la forme de Gérard, un ancien de la compagnie qui travaille sur cette autoroute depuis 15 ans. Quand je lui ai raconté ma nuit, son visage s'est décomposé et il s'est assis lourdement sur une chaise. « Michel, tu me fous la trouille. Tu sais ce qui s'est passé il y a exactement 6 mois sur cette portion d'autoroute ?» J'ai secoué la tête, pressentant qu'il allait m'apprendre quelque chose de terrible. Une femme, Sophie Martineau, 34 ans, commerciale à Lyon. Elle rentrait chez elle un dimanche soir quand elle a eu un malaise cardiaque au volant de sa Citroën C3 blanche. Sa voiture a quitté la chaussée au niveau du kilomètre 43, juste avant ton péage. Gérard a allumé une cigarette d'une main tremblante. Elle a percuté le rail de sécurité de plein fouet, morte sur le coup. Mais voilà le détail qui m'a marqué. Les pompiers ont retrouvé sa voiture, les 4 roues en l'air, mais le compteur marquait encore 60 km/h, comme si elle roulait encore. Un frisson m'a parcouru l'échine. Tu veux dire que... Je veux dire que depuis cet accident, plusieurs collègues m'ont rapporté des choses bizarres sur ce secteur. Des voitures qui passent sans déclencher les capteurs, des silhouettes qu'on aperçoit dans le rétroviseur et qui disparaissent au second regard. Cette révélation m'a donné envie de vomir. Sophie Martineau. Ce nom résonnait maintenant dans ma tête comme une litanie funèbre. Cette femme, morte au volant, continuait-elle de parcourir éternellement le même trajet, prisonnière d'une boucle temporelle cauchemardesque? Gérard, tu as déjà vu cette voiture, toi? Il a tiré longuement sur sa cigarette avant de répondre. Une seule fois, c'était un mardi soir, vers 2 heures du matin. Elle est passée devant mon péage, exactement comme tu l'as décrit. J'ai même cru reconnaître le visage de la conductrice d'après les photos du journal local. Le journal local. J'ai immédiatement pensé aux archives de la presse régionale. Si cette femme était morte dans un accident sur l'autoroute, il devait forcément y avoir eu des articles relatant l'événement. Tu te souviens de la date exacte de l'accident? Le 15 mars dernier, un dimanche soir vers 3 heures du matin, exactement 6 mois, jour pour jour, avant ta nuit d'hier. Cette précision temporelle m'a donné la chair de poule. Les morts reviennent-ils à la date anniversaire de leur décès pour hanter les lieux de leur tragédie? De retour chez moi, j'ai immédiatement consulté les archives numériques du journal local. L'article était là, page 3, de l'édition du 16 mars. Accident mortel sur l'A6. Une Lyonnaise de 34 ans perd la vie. La photo accompagnant l'article m'a cloué sur place. Sophie Martineau souriait à l'objectif. Cheveux bruns mi-longs, veste sombre. Exactement comme la silhouette que j'avais aperçue au volant de cette Citroën fantôme. Même les traits de son visage correspondaient à ce que j'avais vu dans la lueur blanchâtre. L'article précisait que Sophie travaillait pour une entreprise de matériel médical et qu'elle effectuait régulièrement le trajet Lyon-Paris pour rendre visite à sa mère hospitalisée à Fontainebleau. Elle connaissait parfaitement cette portion d'autoroute pour l'emprunter chaque week-end depuis 2 ans. Un détail m'a particulièrement frappé. Selon les premiers éléments de l'enquête, Sophie Martineau avait téléphoné à sa mère vers 2h30 ce dimanche matin pour la prévenir qu'elle arriverait vers 4h. Elle n'avait manifesté aucun signe de malaise au cours de cette conversation
téléphonique. Puis, brutalement, entre 2h30 et 3h du matin, quelque chose d'inexplicable s'était produit. Son cœur s'était arrêté alors qu'elle roulait à vitesse normale sur une portion d'autoroute parfaitement droite et dégagée. Aucun autre véhicule impliqué, aucun obstacle imprévu. Les médecins légistes avaient conclu à un infarctus foudroyant, mais cette explication me laissait perplexe. Comment une femme de 34 ans, sportive selon le témoignage de ses proches, pouvait-elle mourir d'une crise cardiaque sans antécédent médical particulier? Je me suis rendu au cimetière de Fontainebleau, où Sophie Martineau reposait depuis 6 mois. Sa tombe, ornée d'une simple plaque de granit noir, portait cette inscription: « À notre fille chérie, partie trop tôt sur la route qui la menait vers nous. » Une gerbe de fleurs fraîches était déposée sur la sépulture, lys blanc et rose rouge, exactement les couleurs de cette lueur fantomatique que j'avais aperçue la nuit précédente. Une coïncidence troublante de plus dans cette affaire qui en comptait déjà beaucoup trop. En quittant le cimetière, j'ai croisé une femme, âgée, qui déposait des roses sur une tombe voisine. Elle m'a observé avec curiosité et, voyant que je contemplais la sépulture de Sophie Martineau, elle s'est approchée de moi avec un air compatissant. « Vous la connaissiez ?» m'a-t-elle demandé de sa voix chevrotante. J'ai hoché la tête sans préciser dans quelles circonstances. Pauvre petite, sa maman vient ici tous les jours depuis l'accident. Elle dit qu'elle entend parfois sa voiture dans la rue, le moteur de sa Citroën qu'elle reconnaîtrait entre 1000. Cette confidence m'a électrisé. Sa mère entend sa voiture. La vieille dame a acquiescé gravement. Surtout la nuit, vers 3h du matin. Elle sort sur son balcon et elle voit parfois des phares blancs qui passent dans la rue. Mais quand elle descend vérifier, il n'y a jamais personne. J'ai pris congé de cette femme et je me suis dirigé vers l'adresse de Madame Martineau que j'avais trouvée dans l'annuaire. Un petit immeuble bourgeois de la rue des Déportés, à 2 pas de l'hôpital, où Sophie venait rendre visite à sa mère chaque dimanche. Madame Martineau était une femme de 70 ans environ, très diminuée par le chagrin. Quand je me suis présenté comme péagiste sur la 6, son visage s'est illuminé d'un espoir douloureux. « Vous l'avez vue, n'est-ce pas? Vous avez vu ma fille ?» Cette question directe m'a coupé le souffle. Comment cette mère pouvait-elle deviner que j'avais aperçu sa fille décédée? J'ai bredouillé quelques mots évasifs, mais elle m'a coupé net. Je sais qu'elle continue de rouler sur cette autoroute. Elle venait me voir tous les dimanches, depuis 2 ans. « Madame, votre fille est décédée dans un accident de voiture. Ce que vous ressentez, c'est normal, mais... » Elle m'a interrompu d'un geste de la main. « Monsieur, ma fille m'a téléphoné la nuit dernière. 3h du matin, exactement. J'ai reconnu sa voix. » Un frisson d'horreur m'a parcouru l'échine. La nuit dernière, exactement au moment où j'apercevais cette Citroën fantôme traverser mon péage. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ma voix tremblait malgré moi. Elle m'a dit qu'elle était en route, qu'elle arriverait vers 4h, comme d'habitude. Exactement les mêmes mots que le soir de sa mort. Puis la communication a été coupée. Cette révélation
m'a donné envie de fuir immédiatement cet appartement. Mais Madame Martineau m'a retenu par le bras avec une force surprenante. Elle reviendra, n'est-ce pas? Vous la reverrez sur votre péage. J'ai balbutié quelques mots de réconfort et je me suis enfui de cet immeuble comme si le diable était à mes trousses. Cette mère éperdue de douleur entretenait visiblement des illusions morbides sur le retour de sa fille défunte. Mais ces illusions concordaient trop précisément avec ce que j'avais vu pour être de simples hallucinations. De retour chez moi, j'ai trouvé ma femme en train de préparer le dîner. Elle m'a regardé avec inquiétude en voyant mon teint livide. « Michel, tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui ai raconté ma visite au cimetière et ma rencontre avec Madame Martineau en omettant soigneusement les détails les plus troublants. Mais ma femme n'est pas dupe. Tu commences à croire à ces histoires de fantômes. Michel, tu devrais prendre quelques jours de congé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit de moteur dans la rue me faisait sursauter. Chaque phare qui balayait la fenêtre de notre chambre me rappelait cette lueur blanchâtre entrevue au péage. Je me suis levé plusieurs fois pour vérifier que notre voiture était toujours garée devant la maison. Le lendemain soir, j'ai repris mon poste au péage avec une appréhension terrible. Gérard m'a serré la main en partant. « Courage, Michel, si elle revient. Essaie de noter sa plaque d'immatriculation. On ne sait jamais, ça pourrait expliquer certaines choses. » 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures. Rien d'anormal cette fois, juste le passage habituel de quelques routiers nocturnes et d'une ambulance qui remontait vers Paris, toutes sirènes éteintes. J'ai commencé à me détendre, pensant que cette apparition était peut-être unique. Mais le dimanche suivant, exactement 1 semaine après ma première rencontre avec Sophie Martineau, elle est revenue. 3h14, comme la première fois. Cette Citroën C3 blanche qui traversait mon péage sans déclencher aucun détecteur automatique. Cette fois, j'étais prêt. J'ai saisi mes jumelles et j'ai observé minutieusement tous les détails de cette apparition. La plaque d'immatriculation était effectivement illisible, comme effacée par cette lueur phosphorescente qui enveloppait tout le véhicule. Mais j'ai pu distinguer d'autres éléments troublants. Un autocollant sur la lunette arrière représentant un caducée médical, exactement le logo de l'entreprise pour laquelle travaillait Sophie, selon l'article de journal. Un sac de voyage sur la banquette arrière, comme si elle partait en week-end. Et surtout, j'ai aperçu quelque chose de glaçant. Sur le visage de la conductrice, cette expression de surprise figée s'était muée en une sorte de sourire mélancolique, comme si elle avait pris conscience de sa situation et qu'elle acceptait désormais cette éternelle répétition de son dernier voyage. Cette fois, elle n'est repassée qu'une seule fois, 3h17, sens Paris-Lyon. Toujours cette même rigidité cadavérique au volant. Mais j'ai eu la nette impression qu'elle m'avait regardé. Une fraction de seconde, ses yeux morts se sont tournés vers ma cabine éclairée. Ce regard m'a glacé le sang. Il contenait une détresse infinie, comme un appel au secours silencieux. Cette femme était-elle consciente de sa mort? Réalisait-elle qu'elle était condamnée à reproduire éternellement ce trajet fatal?
J'ai immédiatement téléphoné à Madame Martineau. Sa voix ensommeillée a résonné dans le combiné. « Allô ? Madame, c'est le péagiste de l'Assise. Votre fille vient de passer. 3 heures du matin, comme la semaine dernière. » Un sanglot a échappé à cette mère meurtrie. Je le savais. Mon téléphone a sonné il y a 5 minutes. J'ai décroché, mais il n'y avait personne au bout du fil. Juste ce bruit de moteur que je reconnais si bien. Cette conversation téléphonique m'a convaincu que nous étions confrontés à un phénomène dépassant largement mes compétences de simple péagiste. J'ai décidé de prendre contact avec un spécialiste du paranormal, quelqu'un capable d'expliquer ces manifestations troublantes. Le professeur Vincent Delacroix enseigne la parapsychologie à l'université de Fontainebleau. Quand je lui ai relaté mes observations au téléphone, il a immédiatement accepté de me rencontrer. « Monsieur, ce que vous décrivez correspond exactement aux caractéristiques d'une hantise résiduelle. Selon le professeur Delacroix, certaines morts traumatiques peuvent laisser une empreinte énergétique dans les lieux où elles se sont produites. Cette femme a vécu ses derniers instants dans un état de stress psychologique intense. Elle pensait à sa mère, à ce rendez-vous manqué. Cette émotion a pu créer une sorte d'écho temporel. Cette explication scientifique ne me rassurait qu'à moitié. Professeur, cette apparition semble évoluer. La première fois, elle paraissait inconsciente de ma présence. La semaine dernière, elle m'a regardé. Le visage du professeur s'est assombri. C'est effectivement préoccupant. Si cette entité acquiert progressivement une forme de conscience, elle pourrait devenir dangereuse. Les fantômes, qui réalisent leur état post-mortem, développent parfois une rage destructrice contre les vivants. Cette perspective m'a terrifié. Vous voulez dire qu'elle pourrait s'en prendre à moi, pas nécessairement à vous personnellement, mais à tout ce qui lui rappelle qu'elle n'appartient plus au monde des vivants. Votre péage, par exemple, symbolise cette frontière qu'elle ne peut plus franchir normalement. Le professeur Delacroix m'a proposé de venir observer cette apparition lors de sa prochaine manifestation. Si mes théories sont exactes, elle reviendra dimanche prochain, à la même heure. Ces phénomènes respectent généralement une périodicité très stricte. Effectivement, le dimanche suivant, le professeur était installé dans ma cabine de péage avec tout un attirail de détection électromagnétique, appareils de mesure, caméras infrarouges, magnétophones ultra sensibles. Si cette entité existe réellement, nous allons forcément détecter des anomalies physiques. 3 heures du matin approchaient lentement. Le professeur consultait nerveusement ses appareils, tandis que je scrutais l'autoroute avec mes jumelles. 3h05, 3h10. Rien d'anormal sur les écrans de contrôle. 3h14. Soudain, tous les appareils de détection se sont affolés simultanément. Aiguilles qui s'agitent frénétiquement, voyants lumineux qui clignotent, grésillements électroniques assourdissants. « Mon Dieu, regardez ces relevés !» s'est exclamé le professeur. Et la Citroën est apparue au loin, toujours nimbée de cette lueur blanchâtre caractéristique. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Sophie Martineau ne regardait plus droit devant elle. Sa tête était tournée vers notre cabine,
et son visage exprimait une colère terrible. « Elle sait que nous l'observons », a murmuré le professeur d'une voix étranglée. « Cette entité a acquis une forme de conscience. Elle n'apprécie pas notre intrusion dans son cycle de répétition éternelle. » La voiture fantôme s'est arrêtée exactement devant notre péage. Pour la première fois depuis ces manifestations, elle ne traversait pas la barrière. Sophie Martineau nous fixait à travers le pare-brise avec une expression de haine pure. Puis, lentement, elle est sortie de son véhicule. Sa silhouette translucide s'est dressée dans la nuit, et j'ai pu constater l'horreur de sa condition post-mortem. Son cou portait les stigmates de l'impact fatal. Sa veste était tachée d'un sang noirâtre qui ne coulait plus. Elle s'est approchée de notre cabine d'une démarche saccadée, comme une marionnette dont les fils seraient tirés par un manipulateur incompétent. Le professeur Delacroix reculait instinctivement vers le fond de la pièce, ses appareils, toujours en état de folie électronique. Sophie Martineau a posé sa main translucide contre la vitre de notre cabine. Un froid glacial s'est immédiatement répandu dans la pièce et j'ai vu se former de la buée sur toutes les surfaces. Cette température polaire contrastait violemment avec la douceur de cette nuit de septembre. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait parler, mais aucun son n'est sorti. Seul un souffle rauque, semblable à un râle d'agonie, résonnait dans le silence nocturne. Le professeur chuchotait des prières dans son coin, tandis que je restais hypnotisé par ce spectacle d'outre-tombe. Soudain, elle a frappé violemment contre la vitre. Le verre blindé de la cabine s'est fissuré instantanément, traçant une toile d'araignée de fêlures argentées. Cette force surnaturelle dépassait largement les capacités d'un être humain normal. Elle essaie de nous dire quelque chose, ai-je murmuré, en m'approchant prudemment de la fenêtre fissurée. Le professeur m'a saisi le bras avec violence. « Ne vous approchez pas, cette entité est devenue hostile. Elle pourrait vous entraîner avec elle dans la mort. » Mais Sophie Martineau continuait de gesticuler devant notre cabine, pointant alternativement sa voiture et la direction de Fontainebleau. Son message était clair. Elle voulait que nous la suivions, que nous l'accompagnions dans son voyage éternel vers sa mère mourante. « Professeur, je crois qu'elle souffre. Elle n'arrive pas à accepter sa mort parce qu'elle n'a pas pu dire adieu à sa mère. » Cette intuition m'était venue spontanément, en observant la détresse infinie qui se lisait sur ce visage de morte. Le professeur Delacroix a consulté fébrilement ses notes. C'est possible. Certaines entités restent attachées au monde des vivants par des liens émotionnels très puissants. L'amour filial peut effectivement créer ce type de blocage post-mortem. Sophie s'impatientait devant notre cabine. Elle frappait maintenant à coups redoublés contre la vitre, et chaque impact aggravait la fissure. Bientôt, le verre blindé céderait complètement sous cette pression surnaturelle. « Il faut que j'aille voir sa mère », ai-je déclaré soudainement. Le professeur m'a regardé avec effarement. « Vous êtes fou, il est 3 heures du matin. Et puis, cette vieille dame ne pourra jamais supporter la vérité sur l'état de sa fille. » Mais j'étais déjà en train d'enfiler ma veste. Sophie Martineau avait cessé de frapper dès qu'elle m'avait vu me préparer à sortir.
Son visage décomposé exprimait maintenant une forme d'espoir morbide. « Michel, ne faites pas ça. Cette entité va vous manipuler. Elle cherche peut-être à vous attirer dans un piège mortel. » Mais les cris du professeur ne m'atteignaient plus. Une force irrésistible me poussait vers cette femme fantôme qui attendait dans la nuit. Je suis sorti de la cabine et je me suis dirigé vers la Citroën fantôme. De près, la lueur phosphorescente qui l'enveloppait était encore plus troublante. Cette clarté semblait venir de l'intérieur même du véhicule, comme si l'âme de Sophie imprégnait chaque parcelle de métal. Elle m'a fait signe de monter côté passager. La portière s'est ouverte silencieusement, révélant un habitacle glacial où flottaient des senteurs de formol et de fleurs fanées. L'odeur de la mort, reconnaissable entre mille. Je me suis installé sur le siège passager avec une appréhension terrible. Le cuir était froid comme de la glace, et j'ai senti mes vêtements se couvrir instantanément de givre. Sophie a démarré sans bruit, et nous avons glissé sur l'autoroute dans un silence sépulcral. Ce voyage en compagnie d'une morte restera à jamais gravé dans ma mémoire. Sophie conduisait avec une précision machinale, ses mains crispées sur le volant, ses yeux morts fixés sur la route. Parfois, elle tournait la tête vers moi, avec un sourire tragique. Nous avons quitté l'autoroute à la sortie Fontainebleau Centre, et nous nous sommes dirigés vers le quartier de l'hôpital. Sophie connaissait parfaitement le chemin pour l'avoir parcouru chaque dimanche pendant 2 années. Cette familiarité avec les lieux rendait notre équipée encore plus troublante. La Citroën s'est arrêtée devant l'immeuble de Madame Martineau. Les fenêtres de l'appartement étaient éclairées, comme si cette mère savait instinctivement que sa fille allait venir. Sophie m'a regardé avec une intensité douloureuse et elle a pointé l'immeuble d'un geste suppliant. Je suis descendu de cette voiture fantôme avec un soulagement immense. Retrouver l'air libre après ce voyage glacial représentait un réconfort inespéré. Sophie est sortie à son tour et elle s'est dirigée vers l'entrée de l'immeuble avec cette démarche saccadée qui caractérisait sa condition de morte vivante. L'interphone de Madame Martineau a grésillé quand j'ai appuyé sur le bouton. Sa voix fatiguée a résonné dans le haut-parleur. « Qui est là ? » « C'est le péagiste de la 6, madame. Il faut que je vous parle. C'est urgent. » La porte s'est ouverte automatiquement et j'ai gravi les escaliers jusqu'au 3e étage, suivi par Sophie, qui montait silencieusement derrière moi. Sa présence glaciale transformait l'atmosphère de cette cage d'escalier banale en quelque chose de profondément malsain. Madame Martineau nous attendait sur le palier, vêtue d'une robe de chambre élimée. Quand elle a aperçu Sophie derrière moi, son visage s'est illuminé d'une joie indicible. « Ma petite fille, tu es venue. Je savais que tu reviendrais. » Cette mère éplorée ne semblait pas réaliser l'état cadavérique de sa fille. Elle la voyait telle qu'elle était de son vivant, souriante et affectueuse. Sophie s'est avancée vers elle avec une tendresse infinie et elle l'a serrée dans ses bras translucides. « Maman, pardonne-moi, je n'ai pas pu venir dimanche dernier. J'ai eu un accident sur la route. » La voix de Sophie était à peine audible, comme un souffle d'air qui traverserait des cordes vocales décomposées.
Madame Martineau caressait les cheveux de sa fille avec une émotion bouleversante. « Ce n'est pas grave, ma chérie. L'important, c'est que tu sois là maintenant. Entre, je vais te préparer ton chocolat chaud, comme tu l'aimes. » Elles sont entrées dans l'appartement et je les ai suivies, fasciné par cette scène d'amour filial qui transcendait la frontière entre la vie et la mort. L'appartement sentait les médicaments et la vieillesse, mais aussi cette odeur de lys fanée qui accompagnait Sophie depuis sa résurrection. Madame Martineau s'affairait dans sa cuisine, préparant effectivement un chocolat chaud, comme si sa fille était toujours vivante. Sophie s'était installée dans le fauteuil qu'elle occupait habituellement lors de ses visites dominicales. Cette normalité apparente contrastait violemment avec l'horreur de la situation. « Maman, je dois te dire quelque chose d'important », a murmuré Sophie de sa voix d'outre-tombe. Sa mère s'est assise en face d'elle, tenant précieusement ce chocolat chaud qui refroidirait sans être bu. « Je ne pourrai plus venir te voir tous les dimanches. Mon travail à Lyon me prend beaucoup de temps maintenant. » Cette explication pathétique témoignait de la difficulté pour Sophie d'accepter sa propre mort. Madame Martineau a hoché la tête avec compréhension. « Je sais, ma chérie, tu travailles trop. Mais promets-moi de prendre soin de toi sur la route. Ces autoroutes sont dangereuses la nuit. » Sophie a souri tristement. « Je te le promets, maman. Je ferai très attention. » Elle s'est levée et elle a embrassé sa mère avec une tendresse désespérée. « Il faut que j'y aille maintenant. Je dois reprendre la route pour Lyon. » « Déjà, tu viens d'arriver. » La voix de cette mère était déchirante de nostalgie. « Reste encore un peu, ma petite fille. Nous avons si peu de temps ensemble maintenant. » Mais Sophie se dirigeait déjà vers la porte. « Au revoir, maman. Je t'aime. » Ces mots résonnaient comme un adieu définitif. Madame Martineau l'a accompagnée jusqu'au palier et elle a regardé sa fille descendre lentement l'escalier. Une fois dans la rue, Sophie s'est tournée vers moi avec reconnaissance. « Merci de m'avoir accompagnée. Je peux enfin lui dire au revoir. » Sa voix devenait de plus en plus faible, comme si cette réconciliation filiale l'épuisait. Nous sommes remontés dans la Citroën Fantôme pour le voyage de retour vers l'autoroute. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Sophie semblait plus sereine, délivrée du fardeau qui l'enchaînait au monde des vivants depuis 6 mois. « Sophie, vous réalisez que vous êtes morte ?» Cette question brutale m'avait échappé malgré moi. Elle a tourné vers moi son visage décomposé avec un sourire mélancolique. « Oui, je le sais maintenant. Mais il fallait que je dise au revoir à maman. » Le voyage de retour s'est déroulé dans un silence paisible. Sophie conduisait plus lentement que lors de nos précédents trajets, comme si elle savourait ses derniers instants de pseudo-existence. La lueur phosphorescente qui l'entourait perdait progressivement de son intensité. Arrivée au niveau de mon péage, la Citroën s'est immobilisée une dernière fois. Sophie m'a regardé avec une profonde gratitude. « Vous m'avez rendu la paix. Je peux enfin partir. » Elle s'est penchée vers moi et elle m'a effleuré le front d'un baiser glacial. Puis, sous mes yeux ébahis, Sophie Martineau et sa voiture fantôme ont commencé à se désintégrer lentement. Cette lueur blanchâtre
s'est mué en milliers de particules scintillantes qui se sont dispersées dans la nuit comme une poussière d'étoiles. En quelques secondes, il ne restait plus rien de cette apparition qui avait hanté l'autoroute assise pendant 6 mois. Sophie Martineau avait enfin trouvé le repos éternel après avoir dit adieu à sa mère bien-aimée. Le professeur Delacroix m'attendait dans la cabine de péage, livide d'angoisse. Quand je lui ai raconté cette nuit extraordinaire, il a secoué la tête avec incrédulité. « Michel, vous avez pris des risques insensés. Cette entité aurait pu vous entraîner dans la mort. » Mais ces appareils de détection étaient redevenus silencieux. Plus aucune anomalie électromagnétique ne troublait l'atmosphère nocturne. Le phénomène était définitivement terminé. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un calme parfait. Plus jamais je n'ai aperçu cette Citroën fantôme traverser mon péage. Sophie Martineau avait trouvé la paix en accomplissant ce dernier adieu à sa mère mourante. Madame Martineau est décédée 3 mois plus tard dans son lit, emportée par la maladie qui la rongeait depuis des années. Selon les voisins, elle parlait souvent de la dernière visite de sa fille, cette nuit de septembre, où Sophie était venue lui dire au revoir une dernière fois. Aujourd'hui encore, quand je travaille sur ce péage de l'autoroute A6, je repense parfois à cette aventure extraordinaire. J'ai appris que certains morts ne trouvent pas immédiatement le repos s'ils ont laissé des affaires inachevées dans le monde des vivants. Parfois, vers 3 heures du matin, quand la brume monte des champs environnants et que l'autoroute baigne dans cette clarté laiteuse si caractéristique des nuits d'automne, je scrute l'horizon avec mes jumelles. Mais Sophie Martineau ne reviendra plus. Elle a rejoint sa mère dans cet au-delà mystérieux où les liens familiaux transcendent la frontière de la mort. Et moi, simple péagiste sur cette autoroute où tant de drames se jouent dans l'anonymat, je garde précieusement le secret de cette nuit où j'ai accompagné une morte vers sa dernière réconciliation. Car c'est cela, la véritable leçon de cette histoire. L'amour maternel peut survivre à la mort elle-même, et certaines âmes perdues n'ont besoin que d'un guide compatissant pour retrouver le chemin de l'éternité. Cette nuit-là, j'ai eu l'honneur d'être ce guide pour Sophie Martineau. Et c'est un privilège que je porterai en moi jusqu'à mon dernier souffle.